Bienvenue pour ces 17e assises hospitalières universitaires, dans un contexte particulier, et donc avec le doyen Dominique Lacroix et notre directeur général Frédéric Boiron. On vous accueille ce matin avant les discours, bien sûr, prévus. Un petit mot d'accueil en cette période, ça n'est pas inutile. Merci François-René, bonjour à toutes et à tous. Dominique, à vous la parole. Bonjour, Dominique Lacroix, je suis doyen de la faculté de santé et des sciences de santé et de sport qui s'est nouvellement créée à Lille, donc qui regroupe nos facultés de santé soignante, médecine, odontologie, pharmacie, Institut lillois d'ingénierie de la santé et faculté des sports. Et je vous souhaite la bienvenue à Lille et j'espère que vous passerez un séjour pas trop glacial et convivial. Merci beaucoup Dominique Lacroix, doyen de la faculté de santé de Lille qui regroupe plus de 20 000 étudiants. 23 000, voilà, et qui est une belle prouesse parce que c'est le regroupement des composantes médecine, pharmacie, dentaire, ingénierie santé, sport, et le lien avec les instituts paramédicaux. On a de beaux projets ensemble, et pour moi, directeur général, qui suis très fier de diriger le CHU de Lille, 11 hôpitaux groupés sur un même site de 60 hectares, un peu plus de 16 000 salariés, nous avons la faculté, le CHU, l'université à Lille, d'excellents liens, depuis longtemps, une grande proximité stratégique, une excellente entente. C'est une richesse fantastique qui séduit beaucoup le Lillois du Sud-Ouest que je suis. Et deux choses à vous dire quand même. Je salue au passage, puisque je le vois, on est un peu ébloui, là, le DG de l'ARS, Benoît Vallée, voilà, et Didier Houssin, et vous avez vu qu'ils font un cluster de DGS, là, ici en bas. Deux choses sur les Lillois sont des gens accueillants, sont des gens chaleureux. Une des choses qui en témoigne et que je vous invite à goûter, c'est l'Anosteke. L'Anosteke, c'est une des bières primées comme l'une des meilleures bières du monde. Je suis bordelais, hein, vous voyez ce que ça veut dire de parler comme ça. Hein. Et cette bière, dans le patois, dans le dialecte, ça veut dire, Anosteke, ça veut dire à bientôt, au sens à bientôt l'ami. On ne boit pas un seul verre ensemble ici. On a envie de partager et de recommencer, donc vous êtes les bienvenus à Lille et si vous voulez revenir, vous serez les bienvenus à nouveau. Et la deuxième, c'est que vous voyez ce que François-René a voulu faire aussi ici ce matin, c'est compenser notre déception d'apprendre que les boîtes de nuit étaient fermées. Et vous ne le savez pas encore, mais il y a une soirée dancing et une animation prévue tout au long de ces assises. Vous allez voir, ça va donner. Soyez les bienvenus. Excellentes assises à tous et à tous. Merci Frédéric. Et il oublie de dire qu'il dirige un établissement de 16 000 personnes qui a réussi quand même la prouesse au début de l'automne à avoir plus de 98,5% de doublement vaccinés. Voilà, et c'est important parce que j'en profite pour faire la transition sur les mesures aujourd'hui. Bien sûr, Frédéric. Pardon François-René, mais j'ai oublié, pardonnez-moi, c'est très incorrect, mais de vous demander d'excuser Dominique Chevalier, qui ne pouvait absolument pas être là à cette heure-ci, mais qui nous rejoindra, qui est le président de la CME. Voilà. Et donc, les mesures sanitaires sont respectées. Cet amphi, vous savez, est très grand pour la quantité d'assistants que nous sommes. Ces mesures de ventilation sont prouvées. Vous avez tous dû montrer votre passe sanitaire. Nous observons des mesures de distanciation et pour le reste, nous avons essayé de restreindre les moments de brassage de personnes qui pourraient risquer de nous contaminer. Voilà, c'était forcément un parcours imposé avant de donner la parole à notre directeur général de l'ARS, Benoît Vallée. Merci Benoît d'être ce matin avec nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, de pouvoir retrouver ces assises, dont je crois me souvenir que les dernières étaient en 2018 à Poitiers, et où la question qui se posait à l'époque était celle de prendre en charge l'homme sain, ce qui était un sujet très important autour de la question de la prévention que les CHU auront beaucoup fréquentée à l'occasion de ces campagnes de vaccination anti-Covid.
Donc je salue Marie-Noëlle Gérin-Brezard, donc la présidente de la conférence des directeurs généraux de CHU, le président de la conférence des présidents de CME, François René, les différents présidents de conférence de doyens, Patrice Dio, bonjour cher Patrice, la pharmacie avec Gaël Grimandi, et puis l'odonto avec Reza Arbab Kirani, dont je pense qu'il n'est pas là. En tout cas, bonjour à chacun d'entre vous. Je suis évidemment très heureux d'ouvrir ces 17e assises, d'être avec vous aujourd'hui à Lille sur un thème qui est évidemment très contextualisé, qui est celui de l'action dans un monde d'incertitude. J'ai évalué un peu les risques de donner une définition incertaine à cette incertitude et j'ai décidé, puisque le programme me semblait parfaitement réalisé et programmé, de laisser cette aventure à mon ami le professeur Didier Houssin, que j'ai le plaisir de retrouver ce matin après une campagne concernant le déconfinement l'année dernière. Et cette campagne, une des questions clés qui était posée à l'époque, c'est de savoir s'il y aurait une deuxième vague. Franchement, à l'époque, nous n'étions pas nombreux dans la salle du groupe de travail à soutenir l'idée que c'était très très probable. Et puis, bien sûr, Pierre Mathiot, qui est le directeur de Sciences Po Lille et qui lui aussi aura le génie certainement d'expliquer cette incertitude. Donc je le disais, la Covid ou le virus qui lui a donné naissance, le SARS-CoV-2, qui est avec nous depuis la fin de l'année 2019 et tout début de l'année 2020, nous aura plongé collectivement dans cette incertitude, et on peut le dire, elle a été vraiment totale. Pour autant, tous, nous aurons pris des décisions. Nous avons pris des décisions dans des situations d'incertitude majeure sur le virus lui-même, sur les moyens nécessaires pour le combattre, et surtout des moyens dont nous disposions pour y faire face. Je profite d'ailleurs pour saluer tous les CHU qui sont dans cette pièce, et d'autres, puisque j'ai vu aussi le président du Conseil de l'Ordre départemental, Jean-François Roux, toutes celles et ceux qui se sont mobilisés et qui ont, du jour au lendemain, su faire face, et qui continuent aujourd'hui, alors même que cette crise repart, à repousser les limites de l'adaptation de notre système de santé, adaptation qui aura été vraiment sa qualité toute première face à cette pandémie. Et donc sur la base de ce qui aura été montré comme efficace dans cette adaptation, l'idée qui aujourd'hui s'impose à nous, c'est comment utiliser mieux demain ce que nous avons su faire aujourd'hui, ce que nous avons su faire en nous adaptant. De fait, pour limiter toute l'incertitude de demain, il me semble que 3 points peuvent être soulignés. Évidemment, nous préparer mieux, tout d'abord, et en particulier utiliser la formation, les exercices itératifs, qui sont seuls à même de préparer des équipes, comme on le fait avec la simulation dans nos facultés, pour apprendre à faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. Puisqu'elles sont exceptionnelles, même si la crise Covid dure dans le temps, eh bien, elles n'arrivent pas très souvent, ces situations, et donc s'y préparer veut dire se mettre dans des dispositions d'exercice qui recréent finalement ces conditions de l'exceptionnel. Et un rôle très important des facultés de ce point de vue-là, mais aussi des organisations de santé globalement sur un territoire, depuis les établissements jusqu'au premier recours. Deuxièmement, ensuite, renforcer l'adaptabilité. La leçon principale de la crise aura été les lits dits éphémères ou intermédiaires, qui ont certainement vocation à être mieux définis afin d'exister longtemps pour l'avenir, même si c'est pour des situations intermittentes, et des situations intermittentes qui ne seront pas forcément nationales, mais qui peuvent être régionales ou très localisées, mais qui permettent effectivement, face aux nouvelles menaces qui nous concernent, que ce soit d'ailleurs les émergences infectieuses ou les contraintes géophysiques,
de répondre à la demande quand ce sera nécessaire. Nous avions connu d'ailleurs, ne serait-ce que par les grippes hivernales, ces situations face auxquelles les lits éphémères trouvent un sens tout particulier aujourd'hui. Le Ségur Investissement, et j'en profite pour saluer le président du Conseil national des investissements santé, le professeur François-René Pruvot, a d'ailleurs dans ses axes stratégiques, et c'est la commission scientifique qui a fait ces propositions, proposé une dimension de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. C'est-à-dire que les établissements sachent, dans les constructions, dans les rénovations qu'ils installeront aujourd'hui, qu'ils sachent se préparer à ces situations sanitaires exceptionnelles. Troisièmement et enfin, et c'est certainement pas le moindre des sujets aujourd'hui, ne pas laisser pour demain nos incertitudes démographiques d'aujourd'hui. Maintenir les compétences, favoriser l'adaptabilité de ces compétences sont des déterminants clés pour faire face aux enjeux d'avenir, mais la sécurisation des ressources que nous avons déjà aujourd'hui en est un autre. Ne laissons pas persister les incertitudes que nous pouvons gommer ou abolir et renforçons très rapidement les démographies de professionnels tellement indispensables. En préparant notre système de santé, en bâtissant des procédures, en faisant des répétitions de nos organisations, nous cherchons à réduire la marge d'incertitude, l'imprévisible, tout en gardant une certaine souplesse. C'est une des missions de l'ARS que de pouvoir agir rapidement, avec agilité et en proximité immédiate avec les interlocuteurs territoriaux. Je vais vous raconter la journée d'un DG d'ARS. Vous pouvez d'ailleurs l'imaginer. Il se projette au cours d'une journée dans différentes temporalités. Le matin, il construit un projet régional de santé pour 5 ans, dans le cadre d'orientation stratégique à 10 ans. Et franchement, projeter des actions à 10 ans, c'est se confronter à l'incertitude, bâtir des hypothèses sur l'état de santé de nos concitoyens d'aujourd'hui et savoir comment ils seront demain, sont certainement des éléments de difficulté considérables par rapport à cette grave question de l'incertitude. Mais au même moment, on lui demande, et dans l'instantanéité, de déclencher des plans blancs, c'est le cas en ce moment, pour permettre aux établissements d'être mobilisés immédiatement sur le plan humain ou sur le plan matériel. Ces dernières semaines, la Direction générale de la santé, qui est notre tutelle sur le plan de la sécurité sanitaire, nous a demandé d'évaluer régulièrement les risques auxquels nous estimons pouvoir être confrontés dans les 6 prochains mois. Je vous laisse imaginer. Que ferions-nous si survenait maintenant un double choc, c'est-à-dire une catastrophe naturelle majeure en plein pic de cette nouvelle vague Covid ? Assez encourageant. Comment nous préparer finalement à toutes les incertitudes alors même que nous y sommes déjà plongés ? Heureusement, nous ne sommes pas seuls et nous veillons et nous surveillons en lien avec Santé publique France, que je veux remercier ici de son engagement aussi bien national que régional. Bien sûr, tous les acteurs du système de vigilance, et ils sont très très nombreux autour de la table, et qui nous permettent d'être en capacité autant que de possible pour identifier un événement avant qu'il puisse avoir un impact majeur. Je veux citer les CHU qui sont à nos côtés dans ces organisations tellement déterminantes, tellement indispensables pour nos régions. Les CHU sont les pivots de cette expertise et de cette réponse en simultané dont nous avons tellement besoin. Et donc je veux ici remercier très très chaleureusement les trios que vous êtes, souvent plus, puisqu'il n'y a pas comme à Lille partout des facs santé, mais les directeurs généraux, les présidents de commissions médicales d'établissement, les doyens, et tout particulièrement parce que c'est ma région et je souhaite les remercier, et j'en ai l'occasion ce matin, Daniel Portal et Frédéric Boiron, les DG des 2 CHU d'Amiens et de Lille, les professeurs Patrick Berquin et François-René Pruvot et Dominique Chevalier. On est dans une période, non pas d'incertitude, mais de transfert de responsabilité, et donc pour Amiens et Lille, et puis bien sûr les 2 doyens, Gabriel Choucroune et Dominique Lacroix, et les doyens qui ne seraient pas réunis aujourd'hui au sein d'une fac santé en odonto et en pharmacie pour Amiens. Donc à vous toutes et tous, merci beaucoup pour votre action à nos côtés,
pour la région des Hauts-de-France dans cette période qui a été tellement dure. La crise sanitaire, ça a aussi été, et c'est le deuxième point très important dans ces contextes d'incertitude, un accélérateur de transformation. Nous avons accéléré nos compétences, notre capacité à faire. J'ai parlé tout à l'heure de l'action territoriale des différents acteurs, les coopérations interprofessionnelles, notamment entre les hôpitaux et les établissements pour personnes âgées dépendantes, entre la médecine de ville et les hôpitaux, par exemple, ont eu plus de souplesse, plus de savoir-faire, plus de pertinence. L'action territoriale, aidée par l'Agence régionale de santé, a été déterminante entre les établissements publics et les privés, et avec toutes ces organisations que je viens de décrire. Des actions qui auraient usuellement pris un temps infini pour se mettre en place ont été concrétisées dans des délais particulièrement contraints et de fait remarquables. Je pense bien sûr au service Covid, mais je veux aussi ici rappeler la mise en place des centres de vaccination, qui a été un mariage entre tous ces acteurs du premier recours, les établissements de santé, quels qu'ils soient, et aussi la participation des élus, dont il faut souligner ici l'engagement. Je remercie une fois de plus nos établissements pour le rôle moteur qu'ils ont eu pour la mise en place des pivots de distribution de vaccins, et en particulier nos 2 CHU qui ont été tout à fait exemplaires de ce point de vue-là. Ils ont appris un métier qu'ils connaissaient, mais ils ont appris à l'approfondir, c'est celui de la prévention populationnelle. Je pense aussi à des déploiements d'innovation qui sont devenus aujourd'hui de la routine, et en particulier la télémédecine, les téléconsultations, la téléexpertise et le renforcement du numérique, sans oublier bien sûr la construction de systèmes d'information tout à fait inattendus à une telle échelle, et on peut ici rappeler les acronymes CIVAC, CIDEP et autres qui montrent à quel point aujourd'hui on est capable de suivre au jour le jour la progression d'une pathologie comme la Covid. Voilà, il nous faudra garder l'esprit de la Covid pour toutes ces transformations, mais il ne faut pas oublier, je crois, aujourd'hui, et je veux insister là-dessus, alors même que vous ferez 8 propositions dans vos restitutions de travaux, qui ne manqueront pas d'être extrêmement intéressants, 8 propositions pour le quinquennat en vue de la présidentielle. Je veux ici insister sur 2 piliers de notre système de santé, dont la situation aujourd'hui mérite d'être interrogée si nous souhaitons que ces transformations prospèrent. Premièrement, la juste reconnaissance de la permanence des soins, qu'elle soit ambulatoire ou dans les établissements. Le directeur d'ARS que je suis est confronté au quotidien par ces difficultés très importantes que nous rencontrons de site en site et parfois sur des territoires complets. Deuxièmement, l'équité de la distribution territoriale de l'offre en soins, et j'allais dire de l'offre de soignants. C'est un sujet particulièrement poignant aujourd'hui, avec des établissements qui se trouvent en grande difficulté par rapport à la capacité de maintenir des activités, qu'elles soient spécialisées ou généralistes. Voilà, si nous voulons continuer de capitaliser, d'agir sur tout ce qui a été les enseignements de la crise Covid, et si nous voulons de fait sortir le mieux possible des incertitudes d'aujourd'hui et ne pas engendrer celles de demain, je pense que vos assises seront tout à fait essentielles pour contribuer à cette rénovation du paysage sanitaire que nous attendons tous avec tellement d'attention. Merci beaucoup et très bons travaux. Merci Benoît. Donc Patrice Diot, président de la conférence des doyens. Merci Patrice. Merci François-René. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, chère Marie-Noëlle, cher François-René, bienvenue donc à ces assises hospitalo-universitaires. Je voulais vous dire d'abord que mes collègues et amis Manuel Tunon de Lara, président de la CPU, et Macha Voronov, présidente de la CPU Santé, Gaël Grimondi, président de la conférence des doyens de pharmacie,
et Reza Chirani, président de la conférence des doyens d'odontologie, m'ont demandé de les excuser, en particulier auprès de toi, François-René, et m'ont chargé de m'exprimer en leur nom également. Donc je représente quelque part ce matin, et c'est un petit peu ce qui a été dit d'ailleurs, l'ensemble de la communauté universitaire. Je vais le faire avec modestie, mais j'ai quelques messages tout de même importants à mes yeux que je voulais partager avec vous. François-René, d'abord, je voulais te remercier pour avoir organisé ces assises dans des conditions excessivement difficiles, de te dire toute ma reconnaissance, toute mon amitié. Tu as fait preuve dans la préparation de ces assises de ce caractère tempé qu'on te connaît, et il faut bien ça pour réussir des grandes choses dans des situations d'incertitude. C'est le thème que tu as choisi. Au moment où tu l'as choisi, on savait que c'était pertinent, mais on n'imaginait pas à quel point ce serait encore pertinent le jour J. Donc voilà, je voulais te dire, François-René, mon amitié, on se l'a dit tout à l'heure, mais j'aime bien aussi utiliser la circonstance d'une expression publique pour rappeler ces liens qui sont importants entre les directeurs généraux, les présidents de CME et les doyens, je vais dire de santé, même si j'aime pas trop dire les choses comme ça. Les incertitudes dans le monde de la santé, elles sont de multiples natures, évidemment. Au niveau international, l'évolution de la pandémie de Covid a balayé beaucoup d'idées reçues et à mon niveau, elle m'a définitivement convaincu qu'on doit avoir une approche des sujets de santé qui soit internationale, en tout cas au moins européenne. On voit bien à quel point ne considérer le sujet qu'avec un regard hexagonal nous met complètement à côté du sujet. En France, il y a clairement un sujet d'équilibre entre la médecine hospitalière et la médecine libérale. Il y a le sujet de la place de l'université dans la formation et la recherche et la nécessité, je crois que tout le monde connaît mon point de vue sur le sujet, mais je le redis, de renforcer la place de l'université dans les CHU. Il faut reconsidérer la mission de l'hôpital dans l'offre des soins, en particulier sur le sujet de prévention qui finalement avait été abordé lors des dernières assises, on l'a bien vu, et qui reste d'actualité, mais encore faut-il se doter des moyens d'y répondre. Un sujet qui reste pour moi une très grande préoccupation, c'est l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires. Nous voyons à Tours, et je ne pense pas que ce soit une singularité, une accélération du détournement des jeunes de projets de carrière hospitalo-universitaire pourtant bien construits vers d'autres projets professionnels, et ce sont les plus talentueux. Donc, nous n'avons pas résolu ce problème, et ça sera un sujet important. Le mal-être étudiant, au sujet duquel de multiples initiatives ont été prises. Je me suis beaucoup investi sur ce sujet, et à ce jour, on n'a pas les résultats escomptés. Il ne faut pas nier ce sujet. Je sais bien que quelquefois, on dit « mais les étudiants, ils veulent des choses qu'on n'est pas capable de leur offrir, et puis nous, on n'était pas comme ça. » Ben oui, nous, on n'était pas comme ça, mais c'est quand même eux les jeunes, donc ils incarnent l'avenir. Et il faut qu'on trouve des solutions à ce mal-être étudiant qui, pour moi, est un vrai problème, alors qu'ils s'engagent dans des formations vers les métiers les plus beaux qui soient. Alors, tous ces sujets, il va falloir qu'on les installe dans la campagne présidentielle, mais il faudra aussi qu'ils soient considérés à l'échelle européenne, je l'ai déjà dit, et j'y reviendrai, et ce sera la conclusion d'ailleurs de ma prise de parole. Alors, finalement, au milieu de toutes ces incertitudes, j'ai une certitude, c'est que notre mission, c'est d'inventer et peut-être d'imposer des solutions à tous ces problèmes. Il faut qu'on soit force de proposition et qu'on aille au-delà et qu'on impulse finalement une prise de décision. Pour l'université et les doyens de médecine, mais c'est vrai, donc je le redis, pour la pharmacie, pour l'odontologie, pour la maïeutique, les réformes des études que nous conduisons en ce moment, qui concernent pour la médecine les 3 cycles en même temps, nous placent alors là dans un vaste champ d'incertitudes. Ces réformes, je voulais les caractériser en un mot chacune. La réforme du premier cycle, le mot-clé, c'est la diversification. Diversification des profils au travers de diverses voies d'entrée. Ça marche, on diversifie. On sait que nous avons cette année, en 2e année des études de santé, des études médicales, des profils diversifiés que nous n'avions pas. Maintenant, l'enjeu, pour ne pas reprendre l'incertitude, parce que je ne vais pas décliner le terme tout au long de ma prise de parole, mais l'enjeu, c'est de vérifier que ces jeunes nouveaux profils, appelés à devenir les médecins de demain, en fait, ce n'est pas les médecins de demain, c'est les médecins dans 10 ou 15 ans, donc on porte une lourde responsabilité,
s'inséreront convenablement dans les curriculums de formation et répondront aux attentes de la société et en particulier de nos élus. La réforme du deuxième cycle, c'est la compétence. On sort d'un empilement de connaissances tellement vite périssable pour une pédagogie de la compétence dans l'enseignement et l'évaluation. Tu as raison, Benoît, la simulation joue un rôle majeur et je voulais souligner, c'est le premier message que je vais délivrer ce matin, la qualité extraordinaire du travail conduit par un groupe de collègues émanant de la conférence des présidents de CME, des directeurs généraux de CHU et des doyens pour proposer un plan d'action pour implémenter les dispositifs de simulation dans l'ensemble de nos structures hospitalo-universitaires. Nous y reviendrons, pas ce matin, mais nous y reviendrons dans les mois à venir. Pour la réforme du troisième cycle, le mot-clé, c'est professionnalisation. Et je vais aborder mon deuxième message. Pour moi, cette professionnalisation, elle s'appuie en particulier sur ce nouveau statut que sont les docteurs juniors. Les docteurs juniors, qui sont des étudiants, mais qui sont des étudiants ayant une thèse de médecine, donc on ne va tout de même pas dire qu'ils sont dépourvus de compétences, restent des étudiants parce qu'il faut qu'ils passent leur DES. Les docteurs juniors, ils existent dans 43 disciplines, dans 43 spécialités, sur 44. Il n'y en a pas en médecine générale. Mon message, et c'est donc le deuxième, j'insiste, c'est, et je vais m'y engager, d'appuyer pour qu'une 4e année de formation en médecine générale, de toute façon nécessaire, parce que c'est une spécialité extrêmement complexe, nécessaire pour acquérir l'ensemble des compétences, permette de créer des docteurs juniors que nous projetterions en lien avec les ARS dans le cadre de la politique de répartition, sur l'ensemble des terrains d'exercice, ce qui, à mon avis, est une façon de résoudre, pas complètement, mais d'aborder de façon pragmatique, concrète et efficace, rapidement, la question des zones sous-dotées. Il faut simplement que ce sujet soit abordé dans sa globalité avec les jeunes. Je ne suis pas en train de parler de coercition, je suis en train de parler d'une alternative intelligente à la coercition qui s'appuie sur un programme de formation révisé en médecine générale. La recherche. Le sujet de la recherche, évidemment, est au cœur de la mission des universités et des facultés de santé, des CHU. La recherche en santé, elle est en déclin sur plusieurs indicateurs robustes. Je sais que quand je dis ça, c'est parfois contesté. Moi, je veux bien qu'on discute des critères. Il faut quand même être capable de se regarder dans la glace et de reconnaître que nous sommes actuellement dans une période, depuis quelque temps déjà d'ailleurs, de déclin sur les performances de la recherche en santé dans notre pays. Les conférences universitaires ont réfléchi à ce sujet et ont préparé une contribution qui est complémentaire de celle à laquelle nous avons travaillé avec les directeurs généraux et les présidents de CME, de CHU. Les doyens, ils sont entre deux mondes, et ces deux mondes, il faut les rapprocher, et quelquefois, il faut naviguer entre les deux. Là, l'idée, c'est de proposer aux candidats de la présidence de la République un projet, notamment en ce qui concerne l'affectation des moyens. Mais il y a aussi un sujet dans la construction de la recherche en santé. La recherche en santé, dans notre pays, est trop cloisonnée. On considère la recherche clinique comme un objet à part, c'est une erreur. La recherche clinique, c'est une recherche médicale. Il faut redonner de la place aux universités, dans les centres hospitaliers et universitaires. Cette place, elle n'est plus ce qu'elle était au moment de la construction des CHU en 1958. La pluridisciplinarité qu'apporte l'université est essentielle pour redonner de l'inventivité et de l'audace à notre recherche. Mais il faut aussi, en la matière, et c'est mon troisième et dernier message, finalement se libérer du fameux principe de précaution qui est certes inscrit dans notre Constitution. Donc il ne s'agit pas de se transformer en révolutionnaire, mais je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer les choses. Je pense que le principe de précaution engaine la recherche médicale, en particulier pour ce qui est des affectations de crédit. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas été capable en France de produire un vaccin. On a l'ARN messager, ça est parti à l'étranger pour le développer. Et nous, on a continué à travailler sur des modèles de vaccins à faible risque, mais qui n'ont pas peut-être pu résoudre le problème. Donc je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on travaille. Alors ces sujets de formation et de recherche, il faut les considérer non seulement à l'échelle de notre pays, mais il faut avoir une vision européenne. La conférence des doyens, que j'ai donc l'honneur de présider, et la conférence des présidents d'université
ont pris l'initiative en organisant un grand colloque à la Sorbonne le 30 septembre dernier, auquel un certain nombre d'entre vous ont participé, ainsi que des universités européennes prestigieuses à Berlin, à Rome, à Louvain, etc. Et ces travaux ont conduit à la rédaction d'un appel de la Sorbonne que nos conférences, avec les partenaires étrangers, ont adressé la semaine dernière, le 1er décembre, à la Commission européenne, à l'Élysée, à Matignon, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au ministère de la Santé, naturellement, et au MESRI. Cet appel de la Sorbonne on fera l'objet d'une communication le 15 décembre. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce texte a fait l'objet d'une très large concertation qui va être adressée aux responsables politiques des pays partenaires. Et il a vocation, et je m'arrêterai là, à permettre à la présidence française de l'Europe, qui commencera début janvier, d'avancer le sujet de l'intégration, de la formation et de la recherche dans le grand projet de l'Europe de la santé. Merci de votre attention. Sous les yeux attentifs du DG de l'ARS. Merci Patrice. En t'écoutant, je me disais quel chemin parcouru. Quand nous avions conçu la réforme du 3e cycle avec François Coureau et que nous parlions des docteurs juniors ou assistants de DES et de la 4e année de médecine générale, on nous regardait avec des yeux grands comme des soucoupes. Voilà, et je suis heureux de voir que les bonnes idées s'imposent d'elles-mêmes. Marie-Noëlle, présidente de la conférence des directeurs généraux de CHU, à vous. Merci François-René. Chers amis, bonjour à tous, messieurs les directeurs généraux, messieurs le président de la conférence des doyens, cher François-René, président de la conférence des PCME, cher Zénab, merci de nous faire l'amitié d'être présente aujourd'hui, malgré un agenda chargé comme celui de tout le monde. Chers amis, chers tous, alors je crois que jamais l'incertitude n'aura pesé aussi fort sur l'organisation de ces assises. Et jamais, sans doute, peut-être depuis les temps de guerre, cette incertitude n'aura demandé autant d'agilité au système hospitalier et notamment au CHU. Cette incertitude, elle explique l'absence d'une partie d'entre nous aujourd'hui. Je voudrais excuser les collègues directeurs généraux qui ne sont pas là ce matin. Ils m'ont mandaté pour m'exprimer en leur nom et je le fais bien volontiers. La présence de certains d'entre nous témoigne de l'engagement des CHU dans l'organisation de ces assises et au service de la santé. Alors sans doute que la plus grande incertitude de notre existence, c'est l'heure et la manière dont elle s'achèvera, si elle s'achève. Au cœur de cette interrogation métaphysique, l'hôpital porte un rôle bien particulier, celui d'écouter, de donner confiance, de diagnostiquer, de soigner pour reculer les limites de l'incertitude. Telle est bien la mission fondamentale du soin éclairée par celle de la recherche. Cependant, l'hôpital est de manière à la fois structurelle et conjoncturelle traversé lui-même de nombreuses incertitudes. La médecine, comme le management, ne sont pas des sciences exactes. Le processus de la recherche s'appuie sur des données empiriques, même s'il calcule les marges d'incertitude. Les ressources et les talents seront-ils suffisants aujourd'hui et demain pour continuer de faire face et d'évoluer ? Quel volume de son PIB la nation sera-t-elle prête à accorder à la santé ? Les incertitudes sont nombreuses, sans doute l'ont-elles toujours été au regard de la question essentielle que porte notre mission première. La crise épidémique a certes grandement perturbé le modèle du système de santé, car plus que l'incertitude, c'est sa répétitivité qui est anxiogène. De fait, et avant même la crise épidémique, il est frappant de constater que le système de santé, qui, je l'ai dit, doit être l'inspirateur de la confiance, devient lui-même, au fil du temps, le premier émetteur de la défiance à son égard. D'aucuns s'appuieront pour expliquer les difficultés que nous connaissons sur les choix politiques successifs. Cette explication a sûrement une part de vérité, mais quand elle devient l'unique élément d'analyse, elle permet à certains acteurs de se déresponsabiliser d'un poids qui leur deviendrait trop lourd. Je le regrette, et je regrette qu'on cède ainsi progressivement aux messages simplistes, voire déclinistes sur l'hôpital notamment, qui ne vont pas au fond de l'analyse des causes et les confondent trop souvent avec les conséquences. Dans un environnement où beaucoup s'expriment
et où finalement peu s'écoutent, merci Orelsan, nos conférences doivent continuer de faire entendre leur voix sans faux semblant sur les difficultés bien réelles, en continuant de les documenter pour alerter nos tutelles, en recherchant les solutions, même si elles sont de plus en plus complexes. Garder la volonté de réduire le champ des contraintes pour ouvrir celui des possibles implique d'assumer ensemble, auprès de nos pairs, des positions fortes, soudées, qui éloignent les contre-vérités, les corporatismes délétères, pour affirmer et soutenir le rôle et la place des CHU, acteurs incontournables de l'organisation des soins, de la recherche et de l'innovation et de l'enseignement sur les territoires. En prise avec ce double objectif et en lien avec les universités, nos partenaires historiques, avec les EPST, avec la ville, il nous revient de penser de manière prospective les besoins de santé. Cette mission prospective doit impérativement intégrer la notion d'incertitude. Alors évidemment, les doyens, les présidents de CME, les directeurs généraux savent décider dans l'incertitude à l'instant T. Nous faisons ça toute la journée, tout le temps. Mais nous devons aussi apprendre à mieux la gérer encore dans le temps, sans en faire un alibi à l'immobilisme. La réflexion de ces 2 jours va nous y aider, je l'espère, et j'espère qu'elle nous permettra de dépasser le récit un peu diffus dans lequel nous nous enfermons progressivement. Alors mon cher François-René, vous avez porté l'organisation de ces assises avec la volonté et la profondeur qui vous caractérisent. Disons-nous ensemble qu'il y a peut-être une phase lumineuse à l'incertitude, dans le fait qu'elle constitue aussi le sel de notre vie. Et nous sommes à Lille, pas loin de la Belgique, alors je vous confie à vous le champion incontesté de la citation, celle du sage Raymond DeVos. L'incertitude, le risque et les émotions de tous les jours ne sont pas des options. Merci. Merci Marie-Noëlle. Donc, je vais faire court, bien sûr. On avait prévu dans la gestion de l'incertitude ce petit temps de latence d'une demi-heure qu'on va combler peut-être d'un quart d'heure et on n'aura pas trop de retard sur notre session. Alors nous vivons désormais dans un monde complexe qui change extrêmement rapidement et vous connaissez la parabole du cercle des connaissances. Nos connaissances progressent et en même temps les questions qui se posent à la frontière de nos acquis sont parfois sans réponse ou parfois avec des réponses temporaires ou parfois avec des réponses fausses. Et c'est ça la définition de l'incertitude. Je prends souvent comme exemple ce film que j'ai aimé, qui raconte l'atterrissage forcé sur l'Hudson d'un avion à New York, parce que des oiseaux sont venus combler ses 2 réacteurs. Ça, je pense que ça s'appelle l'imprévu. Ça n'est pas l'incertitude. Ce qui est l'incertitude, c'est la manière dont il a fallu réinterpréter les algorithmes chargés dans l'ordinateur de l'appareil et qui avaient leur marge d'erreur. La quantité de kérosène à 500 litres près, la température à 0,1 degré Celsius ou Fahrenheit, il en faut un peu plus près, et le fait par exemple que comme on avait décollé à 16h30, le pilote savait qu'à Newark, alors qu'on lui disait c'est l'aéroport de délestage, à 17h, c'était mal barré. Et donc, c'est ça, gérer l'incertitude, piloter l'incertitude, c'est gérer désormais un monde qui comporte forcément des marges d'erreur. Alors, notre monde hospitalier universitaire, il est là aujourd'hui. Il devient un monde qui s'exprime au travers de la santé. Il s'infiltre dans tous les compartiments de notre existence. Et il faut donc gérer un cocktail extrêmement complexe d'incertitudes. Une incertitude politique, qu'on verra avec Pierre Mathiot, une incertitude démographique. Nous la vivons actuellement avec les questions d'attractivité et l'absentéisme. Une incertitude réglementaire. Je pense qu'en France, on est parmi les champions européens de la complexité réglementaire, mais surtout de ces aspects changeants, voire parfois contradictoires. Et puis l'incertitude budgétaire. Faut-il aller jusqu'à une pluriannualité des anticipations, du PGFP? Que va devenir l'ONDAM? En tout cas, ces notions, aujourd'hui, par hasard,
on peut les appliquer à l'épidémie que nous traversons. Et je ne vais pas refaire, comment dirais-je, le panorama des engagements, des objectifs de nos 3 missions de soins, d'enseignement et de recherche, d'enseignement, de formation et de recherche. Je voudrais simplement, comme j'ai déjà fait dans une tribune récente, vous proposer une analyse du malaise que nous traversons pendant plusieurs mois et qui, à mon avis, a 3 ressorts. Tout d'abord, je pense que peut-être dans ce monde d'incertitude, avoir une vision systémique de notre existence a forcément des limites, donc de notre organisation sanitaire. Le plan Ma Santé de 2022, a dit le président de la République, c'était une volonté de réforme et de vision systémique. Je pense que c'est une erreur d'avoir cet adjectif aujourd'hui. On ne peut plus avoir de vision systémique. On l'a bien vu, le Ségur a des trous dans la raquette. Que sera le sort de l'application de la LPPR? Aura-t-on vraiment un Ondam pluriannuel? Je pense qu'il faut y injecter de la souplesse et de l'adaptabilité. Le second ressort de ce malaise que nous ressentons, c'est le fait qu'il est très difficile de tenir compte dans nos actions du ressenti psychique de l'opinion publique et de la population. Et dans un hôpital, comme avait dit Michel Rocard, mon Dieu, combien il y a de métiers dans un hôpital par rapport à une entreprise. Or, ce ressenti psychique, c'est celui qu'ont dû vivre probablement nos aînés qui ont vécu une guerre. Je n'aime pas beaucoup ce terme, il est employé par les urgentistes et les réanimateurs, mais on peut dire aujourd'hui que quand même avec le temps qui a passé, c'est presque une guerre que nous vivons. Et le troisième ressort, je pense que nous avions entendu les signaux faibles des changements, les signaux faibles de l'incertitude, mais aujourd'hui, et on ne sait pas pourquoi, ces signaux se cristallisent, comme si un mouvement de magma profond s'était figé pour nous donner de notre monde de la santé une vision que nous n'avions pas. Et en particulier, notre question, nous qui formons les jeunes générations, la vision qu'ils ont désormais de notre métier, qui a totalement changé. On le connaissait, ce changement, mais désormais il est général et il fige le dialogue que nous avons avec eux. Et donc finalement, notre responsabilité, c'est de gérer ce que l'on pourrait dire des systèmes flous, piloter des systèmes flous. Ça veut dire que nous injectons dans nos pratiques du risque. Or, l'évolution sociétale et des enjeux d'équilibre entre les puissances impose de plus en plus de supprimer le risque. Marie-Noëlle vient de le dire, on essaye même de supprimer l'incertitude qui, depuis tout temps, n'en est pas une, c'est celle de la mort. Combien nous évacuons la mort de nos pratiques et de notre concept de la trajectoire de vie. Alors, si la mort n'est plus une incertitude, je voudrais reprendre en la modifiant la parabole et le livre de Jacques Monod, « Le hasard et la nécessité », dont je changerai volontiers le titre en l'appelant « L'incertitude et la nécessité », en particulier en me posant la question de la science et des certitudes d'options politiques. Jacques Monod disait, en disant la science désormais s'attaque aux croyances millénaires de l'homme, il faut bien que l'homme enfin se réveille de son rêve millénaire pour découvrir sa totale solitude, son étrangeté radicale. Il sait maintenant que comme un tzigane, il est en marge de l'univers où il doit vivre. Un univers sourd à sa musique, indifférent à ses espoirs comme à ses souffrances ou à ses crimes. Eh bien, aujourd'hui, c'est un univers que nous devons tenter de gérer dans la plus profonde incertitude. Bon début de 17e assise hospital universitaire. Alors, c'est un immense plaisir que d'accueillir Didier Houssin, effectivement ancien directeur général de la santé, mais aussi ancien chirurgien. Et c'est là que nous nous sommes connus il y a 37 ans,
dans un avion qui nous ramenait de Lille à Paris avec un foie entre nous deux, et qui fut aussi directeur général de l'établissement français des greffes, et dont j'ai toujours connu le recul et le regard philosophique sur nos pratiques. C'est donc à lui que revient l'honneur d'entamer finalement cette journée sur l'incertitude. Didier. Merci, merci beaucoup François-René. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le cher trio d'amis lillois qui nous a si aimablement accueillis ce matin. Et puis dire le plaisir aussi que j'ai de retrouver Benoît Vallée, qui a été mon compère pendant quelques semaines durant la phase de stratégie du déconfinement. Et mesdames, messieurs les présidents des conférences, chers collègues, mesdames, messieurs, alors, il y a de très nombreuses certitudes dans le champ de la santé. Je sais par exemple, et François-René l'a évoqué avec certitude, combien de longues années sont passées depuis ma première rencontre avec lui autour d'un prélèvement multi-organes au milieu des années 80 au CHU de Lille. Souvenir d'une rencontre insolite et début d'une durable amitié. Et je le remercie beaucoup de son invitation aujourd'hui. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, c'est l'incertitude et non la certitude qui vous charme. Et pour paraphraser Oscar Wilde, dans vos têtes, tout deviendrait-il merveilleux dans la brume? Je n'en suis pas sûr. Et je vais donc développer cet exposé en 4 parties. Tout d'abord, je vous donnerai mon point de vue sur le concept d'incertitude. Ensuite, j'évoquerai la place de l'incertitude dans le champ de la santé. Ensuite, je développerai la question de l'incertitude du point de vue des responsables hospitalo-universitaires. Et enfin, je l'évoquerai au cœur du programme de ces assises. Alors tout d'abord, point de vue sur le concept d'incertitude. De mon point de vue, elle oscille entre deux pôles. Un premier pôle qui est celui de la vérité, et je me limiterai ici bien sûr à la question de la vérité scientifique, mais aussi de l'évolutivité du savoir scientifique, de sa diffusion, sinon de sa distorsion, voire de sa manipulation. Et enfin, bien sûr, de sa réception et de sa compréhension. Donc il y a un premier pôle, à mon avis, qui a trait à la question de la vérité, que sait-on? Et c'est en particulier, et ça a été dit récemment par François-René, c'est la question de l'évaluation du risque. Et puis il y a un deuxième pôle qui touche l'incertitude, qui est celui englobant la décision, l'action, la prise de responsabilité. Car le moment venu, l'action, qu'elle soit la décision du directeur, qui prend son stylo et signe, ou du doyen, ou le coup de ciseau du chirurgien, cette décision et cette action ne laissent plus place à l'incertitude. On est dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion du risque. Sur un pôle comme sur l'autre, des biais cognitifs, souvent favorisés par l'urgence, et la référence, je pense, à l'atterrissage, ou plutôt l'amérissage de l'avion vers New York, en est un exemple. Des biais cognitifs sont favorisés par l'urgence et qui peuvent survenir et aggraver le niveau d'incertitude, perturbant la compréhension de ce qui se passe, ou conduisant à des décisions inattendues, voire absurdes. Je pense qu'il faut avoir bien à l'esprit, de ce point de vue, l'ouvrage de Kahneman sur Thinking Fast and Slow, qui a reçu le prix Nobel d'économie, qui analyse bien cette question des biais cognitifs, mais aussi le livre de Morel sur les décisions absurdes. Voilà ce que je pouvais dire sur le concept d'incertitude, un concept à double polarité, l'une vers le savoir, l'autre vers l'action. Alors, le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la place considérable que l'incertitude occupe dans le champ de la santé, tout particulièrement en médecine. L'homme est mortel, mais ce n'est pas parce qu'il est tombé malade que l'homme meurt, c'est fondamentalement parce qu'il peut mourir qu'il arrive à l'homme d'être malade. Sur ce fond de certitude, et là je cite Michel Foucault dans Naissance de la clinique, sur ce fond de certitude, l'incertitude est en fait au cœur de l'activité médicale, incertitude diagnostique, pronostique,
si l'on se tourne vers le pôle du savoir, incertitude thérapeutique si l'on s'oriente vers celui de l'action. Réduire l'incertitude est alors un but logiquement désirable, car effectivement, nager dans l'incertitude se révèle un défi à la fois pour nos valeurs et pour nos croyances. Au-delà de ces dimensions médicales, à l'échelon individuel, la pandémie de Covid-19 offre une autre illustration de la double polarité selon laquelle s'exprime l'incertitude, cette fois-ci dans le champ de la santé publique. Et l'on retrouve finalement à l'échelon collectif, populationnel, les mêmes difficultés que celles que l'on rencontre dans le domaine de la médecine. D'un côté, quant à l'évaluation du risque, que sait-on de la situation épidémiologique? Quelles sont les évolutions prévisibles de la pandémie? Et nous y sommes en plein aujourd'hui avec l'émergence d'un nouveau variant, Omicron. Sera-t-il plus compétitif, c'est-à-dire plus transmissible? Sera-t-il plus pathogène ou moins pathogène? Aura-t-il un effet de freinage sur l'immunisation causée par les vaccins? Voilà des questions qui sont du domaine de la science et du domaine de la connaissance que l'on acquérira d'ailleurs dans les semaines qui vont venir. D'un autre côté, quant à la gestion du risque, quelles mesures de santé publique et sociale prendre? Quels soins préventifs mettre en œuvre? L'incertitude, par exemple, sur l'efficacité, mais aussi les effets indirects socio-économiques, éducatifs, culturels des mesures barrières. Voilà ce que je voulais évoquer concernant l'incertitude dans le champ de la santé. Maintenant, troisième aspect que je vais aborder devant vous, pourquoi l'incertitude intéresse-t-elle tant aujourd'hui les responsables hospitalo-universitaires que vous êtes? Alors, je ne pense pas que ce soit parce que l'activité médicale est la principale raison d'être du domaine hospitalo-universitaire. Je ne crois pas non plus que vous m'avez invité à parler de l'incertitude à propos de la pandémie, ce serait trop facile. Je pressens que derrière l'incertitude générée par l'urgence pandémique, ce qui vous préoccupe en fait et vous stimule en ce début de XXIe siècle, c'est l'incertitude relative au CHU dans sa vie, dans l'habitude, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours, 63 ans après sa création. La pandémie a sûrement troublé vos projets de court terme concernant l'activité, la conduite ou le financement de l'hôpital universitaire, l'enseignement, la formation, la recherche, sa valorisation ou la vie étudiante. Mais je subodore que c'est plutôt l'avenir du CHU qui vous interpelle. Pourtant, dans son rapport de 2017, la Cour des comptes avait été claire et plutôt rassurante. 60 ans, je cite, 60 ans après la promulgation des ordonnances de 1958, le modèle de coopération établi entre les universités et les CHU au service de l'excellence médicale a montré sa pertinence. Le rapport de la Cour avait cependant ajouté qu'il y avait des fragilités et appelé à une adaptation de son organisation actuelle pour répondre aux nouveaux enjeux de la formation médicale et de la recherche. C'est dans cette atténuation, évidemment, que se niche cette incertitude sur l'avenir du CHU. Je me pose donc deux questions. Est-ce l'inquiétude qui vous pousse? Douteriez-vous soudain de la pertinence du modèle CHU que nous continuons, en particulier moi, à vanter à l'étranger? Percevez-vous des craquements ou des déséquilibres récents dans l'alliance entre l'université et l'hôpital? Est-ce l'environnement politique, l'encadrement réglementaire, le contexte social, de financement, technologique ou tenant à l'enseignement supérieur, ou encore le champ concurrentiel du CHU qui vous préoccupe? Est-ce la complexité un peu délirante du système de recherche français dans lequel il baigne? Est-ce l'attractivité du CHU pour les personnels, sinon pour les malades qui vous turlupinent? Il y a 40 ans, un de vos prédécesseurs, le doyen Jean-Pierre Etienne, du CHU de Bicêtre, récemment décédé, paix à son âme, m'avait dit « Vous verrez, c'est chouette d'être professeur ». François-René Pruvot le dirait-il avec autant de chaleur aujourd'hui? Seconde question. Au contraire de l'inquiétude,
entrevoyez-vous dans les événements actuels une occasion à saisir pour le CHU? Peut-être en s'appuyant sur la haute tenue reconnue de tous de l'hôpital au feu de la pandémie, en dépit de toutes les impréparations, peut-être aussi en rebondissant sur certaines défaillances spectaculaires de la recherche française en biologie santé durant la pandémie, ou encore en tirant parti des bouleversements que la pandémie a suscités dans l'organisation du travail. Si j'évoque ainsi la certitude comme opportunité, occasion à saisir, c'est aussi parce que nous nous réunissons aujourd'hui au Grand Palais de Lille, dans un lieu sur lequel, c'était écrit à l'entrée, il y avait écrit « Le Grand Palais, source de créativité ». Donc, il me semble que vous êtes attendus à ce sujet. Et ça me mène vers la dernière partie de cet exposé, c'est-à-dire celui des assises et du programme de ces assises. Si j'en juge par le programme de ces assises, se préparer à agir dans un monde incertain, c'est bien, s'agissant d'incertitude, vers le pôle de la décision, de l'action et de la responsabilité, plus que vers celui du savoir, que vous êtes attirés et mobilisés. Mon travail devant se limiter aux définitions de l'incertitude et à un bref voyage autour du concept, je n'imagine pas que vous attendez de moi des réponses à toutes les questions abordées dans le cadre de ces assises. Je me concentrerai donc, pour terminer, sur 3 idées réductrices d'incertitude que je vous propose au démarrage de vos travaux. La première idée, mais ça a été dit notamment par Benoît, la première idée est qu'il ne faut surtout pas oublier la pandémie. La leçon à tirer porte sur la posture à adopter face à des événements dont la survenue est certaine, mais dont les modalités et le moment de survenue sont incertains. François-René Pruvout m'avait demandé de réfléchir aussi à l'incertitude comme imprévu. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des événements véritablement imprévisibles, mais il y en a qui sont prévisibles. L'incertitude portant alors seulement sur les modalités et le moment de leur survenue. Parmi ces événements se rangent les incendies, qui justifient que les établissements accueillant du public, tels que les hôpitaux ou les universités, mettent l'accent sur la sécurité incendie et la préparation à ce risque. Il est essentiel de ranger les épidémies dans ce type d'événement afin qu'une préparation sérieuse et soutenue permette de réduire les conséquences de l'incertitude portant sur le mode et le moment de survenue de ce type d'événement. Ça a été évoqué dans son exposé par Benoît. La pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, mais nous savons déjà avec certitude qu'il y aura d'autres pandémies. Nous ne savons pas quand, ni sous quelle forme, mais il y aura d'autres pandémies, c'est sûr. En dépit de votre attirance pour l'action et la décision, la deuxième idée que je voudrais avancer porte malgré tout sur le savoir. La réduction de l'incertitude passe par une crédibilité maintenue et renforcée de la vérité scientifique. La communauté scientifique a produit des avancées spectaculaires durant cette pandémie, je pense au vaccin, mais elle a connu aussi des défaillances concernant la vérité scientifique. Elle a une grande responsabilité, cette communauté scientifique, dans ce domaine, qu'il s'agisse d'intégrité scientifique, de communication scientifique et de formation des étudiants sur ces sujets. Enfin, la troisième idée est que les crises sont une excellente occasion pour que des décisions qui semblaient impossibles à prendre du fait des incertitudes sur la façon d'agir trouvent soudain le chemin de l'éclosion. C'est après le grand incendie de Marseille de 1938 que l'on y a créé le corps des marins-pompiers. C'est après le drame du sang contaminé qu'on a créé les agences de sécurité sanitaire. Il me semble que la simplification du paysage de la recherche en biologie santé, afin de le centrer sur le duo que constituent l'université et l'hôpital, pourrait être l'exemple d'une sortie de crise redonnant du muscle au CHU, en commençant sans doute par rapprocher le corps des chercheurs et celui des enseignants-chercheurs dans un seul corps d'enseignants-chercheurs avec des valences permettant d'orienter son activité au cours de la vie professionnelle vers la recherche, vers la formation, vers l'administration, etc. Ceci devrait conduire à revoir de façon drastique les missions des organismes nationaux de recherche en donnant vraiment à l'université et à l'hôpital universitaire
le rôle de seul opérateur de recherche en biologie santé. Et vous comprendrez qu'on peut aussi élargir le domaine à celui qui se situe en dehors du champ scientifique de la biologie santé. Voilà, je ne suis pas sûr du tout d'avoir répondu à vos attentes et je vais donc m'extraire rapidement de cette incertitude inconfortable en vous remerciant de votre attention, en me tournant vers l'avenir pour vous souhaiter une bonne journée et de bonnes assises et surtout pour former le vœu que le CHU, alliance clé du système de santé, d'enseignement supérieur et de recherche en France, trouve les ressources intellectuelles, morales, humaines et matérielles pour rester envers et contre tout lui-même, c'est-à-dire ce formidable rassemblement au service des malades et des étudiants. Je vous remercie de votre attention. Merci Didier, on va sans doute t'embaucher pour dialoguer avec les 2 ministres de tutelle. Je vois que tu as une conclusion magnifique pour les CHU. Il est de tradition de ne pas faire de questions-réponses après la conférence introductive. Je te remercie une fois de plus, merci pour cette clarté. Si ce n'est pas un regard systémique, en tout cas, ça a été un survol tautologique sur nos doutes et nos objectifs pour piloter l'action. Merci. Je vais accueillir maintenant Pierre Mathiot. Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po à Lille, qui est celui qui a imaginé, avec quelques autres, Parcoursup, dont on parle souvent avec lui, puisque la question de l'attractivité se joue aussi dans les vœux que formulent les lycéens qui vont s'engager vers une carrière professionnelle. Et vous allez voir, je pense que Pierre va nous réveiller en parcourant avec lui la question des incertitudes politiques dans lesquelles nous vivons. Merci Pierre. Ce que tu n'as pas dit, c'est que j'ai fait bien pire que Parcoursup. C'est moi qui m'occupe de la réforme du bac et du lycée, qui me vaut beaucoup plus de critiques que Parcoursup en soi. Bonjour à toutes et à tous. Merci à mes amis médecins lillois de me convier. C'est une position quand même un peu inconfortable parce qu'en regardant le programme, je me suis rendu compte que finalement j'étais le seul à ne pas être médecin de toutes les personnes qui allaient s'exprimer. Donc excusez-moi par avance peut-être de dire des choses qui vont vous déporter un petit peu par rapport au discours que vous avez l'habitude d'entendre. Je commence en vous disant que le thème qui a été défini pour ces assises, il y a un livre qui s'appelle « Agir dans un monde incertain » et qui est un livre notamment qui a été un livre collectif qui a été notamment dirigé par un sociologue qui s'appelle Michel Calon et qui est un livre que je vous invite éventuellement à lire parce que ça, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors j'assume le fait de me déporter probablement, même si Didier Houssin, qui a aussi un intérêt pour la chose sociétale, puisqu'il travaille aussi à Sciences Po Paris, a commencé à dire des choses avec lesquelles je suis complètement en accord. Alors comment dire, je pense qu'au départ de ce que je vais dire, il faut accepter le fait que l'incertitude structure en large partie l'action publique. Je pense que c'est quelque chose qui, évidemment, alors, comme vous avez des habitudes professionnelles d'être en contact avec les décideurs publics, je pense que ce que je vous dis là ne vous perturbe pas complètement, mais bon, je pense qu'il est évident que l'action publique, la décision publique est très largement fondée sur des formes d'incertitude, mais qui ne sont pas nécessairement liées à la décision elle-même, j'y reviendrai un petit peu. Puis aussi, deuxième point, considérer sans doute qu'un regard de sciences humaines et sociales, on le voit depuis le début de la crise de la Covid, c'est quelque chose qui, je crois, complète assez utilement le regard médical. Et je le dis parce que j'ai eu une petite expérience pendant 10 ans au Conseil national du sida, où j'ai eu l'honneur de côtoyer des grands médecins. Et c'est vrai que, jeune politiste à l'époque, jeune professeur de sciences politiques, je me suis rendu compte que mon regard, en fait, était assez complémentaire de celui des médecins qui étaient effectivement plutôt, entre guillemets, médicalo-centrés. Je crois que, au départ, je voudrais dire qu'il me semble que le monde médical, la profession médicale, elle est largement structurée autour d'un référentiel professionnel qui est un petit peu celui de la vérité scientifique, qui est un référentiel plutôt scientiste ou rationaliste. Je me rappelle de Willy Rosenbaum qui parlait beaucoup de evidence-based quand on était réunis, c'est-à-dire au fond on s'appuie sur des données qui sont des données liées à des études de cohorte, à des données qui sont objectivées et qui, quelque part, structurent le chemin de la décision dans le monde médical. On est très largement marqué par cela lorsqu'on est dans le monde médical. Et par ailleurs, il me semble que le monde médical est largement marqué par ce que j'appellerais un paradigme objectiviste, c'est-à-dire l'idée que lorsque
on peut mettre en évidence l'existence d'un problème, eh bien l'action publique devrait s'enclencher pour régler ce problème. Et j'ai plein d'exemples. En préparant, j'avais discuté avec François René, j'avais pris l'exemple des accidents de la route. Où on pourrait, dans cette approche un petit peu objectiviste, considérer que quand on peut donner un chiffre de morts sur la route, presque mécaniquement, l'action publique pourrait s'enclencher. Et je rappelle juste ici, mais vous vous en souvenez peut-être, qu'en 1972, en France, il y avait 14 000 morts sur la route, 14 000 morts sur la route, alors qu'il y avait beaucoup moins de voitures et beaucoup moins d'habitants en France. Or, aucune politique publique avait été enclenchée à l'époque. Et donc, c'est ce que je vous dis là, mais on pourrait dire le tabagisme, l'alcoolisme, etc. C'est-à-dire, au fond, il existait des pratiques sociales qui entraînaient des effets très négatifs sur la société, qu'on pouvait objectiver par des statistiques. Or, l'action publique ne s'enclenchait pas nécessairement pour réduire ce type de problèmes ou de difficultés. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut avoir ce que nous on appelle dans mon jargon de politiste, ou en excuse, une approche subjectiviste, c'est-à-dire de considérer que l'approche objectiviste n'est pas nécessaire et suffisante pour expliquer que des décideurs publics enclenchent une action pour régler un problème. Et l'approche subjectiviste, c'est l'idée sur laquelle je passe très très vite, selon laquelle finalement l'enclenchement d'une action publique destinée à régler un problème ne repose pas simplement sur la capacité à objectiver l'existence d'un problème, mais renvoie à d'autres éléments, en particulier l'état d'esprit d'une société, son système de valeurs, l'évolution de son système de valeurs, l'existence aussi évidemment de lobbies pour ou contre la mise à l'agenda d'un problème public. Si on reprend les accidents de la route, il ne faut pas oublier qu'en 1972, l'industrie automobile était surpuissante en France, le lobby viticole était surpuissant en France, et puis de l'autre côté, il n'existait pas, comme il existe aujourd'hui, des organisations de défense des victimes de la route, qui sont structurées plutôt dans les années 80. Les perspectives écolo autour de la nécessité de moins consommer d'essence n'existaient pas non plus. Donc au fond, il y avait un état d'esprit sociétal qui pouvait expliquer que malgré l'existence objective d'un problème, sur le plan plutôt de la subjectivité, les choses ne s'enclenchaient pas. Alors, je m'en tiens là parce que je pourrais vous parler longtemps d'autres exemples. Et donc je pourrais dire que finalement, par rapport à ce que je viens de dire, il me semble, je me trompe peut-être, que le monde médical peut avoir du mal avec l'incertitude de la décision politique. C'est-à-dire, au fond, de se dire, il y a des données fondées sur des preuves. Ces données devraient permettre d'enclencher des décisions publiques. Or, ces décisions ne s'enclenchent pas ou ne s'enclenchent pas telles qu'attendues. Et donc, ça peut effectivement provoquer des formes d'incompréhension de la part des professionnels de la profession, comme dirait l'autre. Alors, trois questions rapidement. Peut-on toujours et partout établir un diagnostic technique ou scientifique vrai et admis comme vrai par les décideurs et par la population? Vous voyez, au fond, c'est-à-dire que pour arriver à légitimer une décision politique dans une société donnée, il faudrait au moins qu'au départ, il existe un consensus autour d'un diagnostic scientifique et ou technique. Or, ce que l'on sait bien, c'est que même lorsque ce diagnostic est à peu près posé, je ne vais pas revenir sur le Covid et sur les vaccins, eh bien, il se trouve que dans la société, ce diagnostic peut être contesté par quelques médecins un petit peu perdus ou par quelques youtubeurs auto-institués comme des spécialistes du dossier et venir contester finalement un diagnostic médical qui est très 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 largement considéré comme vrai, comme certain. D'accord ? Bon. Et donc il y a cette question-là. Au fond, en politiste, j'aurais tendance à dire que il n'existe jamais de diagnostic technique ou scientifique parfaitement admis comme valide et légitime. Jamais, jamais. Et ça, je sais que pour vous, ça peut paraître étonnant, mais il faut l'admettre. Ou sinon, vous allez rater des choses, vous allez vous énerver face à les absences de décision. Ensuite, deuxième question, quelle garantie a-t-on, quelle certitude a-t-on que la décision publique qui va être prise va correspondre exactement au problème posé et va prévoir les dispositions pour régler ce problème. Donc ça, c'est plutôt, vous voyez, la séquence de la mise en œuvre d'une décision. C'est-à-dire, au fond, jusqu'à quel point peut-on être certain que les opérateurs publics, lorsqu'ils vont décider en mettant en place un arsenal de décisions qui comporte vraiment tous les ingrédients qui vont permettre de régler le problème posé. Là encore, c'est extrêmement incertain, cela. Il n'est pas sûr que dans la dynamique de la prise de décision, les décideurs publics prennent effectivement les dispositions qui devraient a priori permettre de régler le problème qui est posé. Et troisième question, alors je continue à vous déprimer, c'est cette fois-ci la séquence d'opérationnalisation, c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on être certain
que les acteurs qui vont être chargés de mettre en place une décision et que les bénéficiaires potentiels de la décision, les acteurs sociaux, les citoyens, donc jusqu'à quel point peut-on considérer, être sûr qu'ils vont jouer le jeu? C'est-à-dire qu'ils vont effectivement, pour les uns, appliquer la décision dans le sens qui est attendu, et pour les autres, vont, comment dire, bénéficier de cette décision. Je pense le vaccin, jusqu'à quel point peut-on être sûr que les personnes à qui le vaccin est destiné vont effectivement aller se faire vacciner. Je fais exprès de dire ça parce que vous comprenez où va mon regard. Alors, par rapport à tout cela, je vais citer un auteur qui me paraît intéressant, un auteur assez ancien qui a également été prix Nobel d'économie, Herbert Simon, qui est, si vous voulez, le théoricien de ce qu'on appelle, dans notre jargon, la rationalité limitée dans la décision. C'est-à-dire, au fond, voilà, pour vous aider à contrebalancer par rapport à des modèles décisionnistes qui sont plutôt des modèles de la rationalité absolue de la décision et du décideur. Et je vais juste vous donner 5 petits éléments comme ça pour vous convaincre que ce que je dis n'est pas complètement aberrant. D'abord, la première idée toute simple, c'est que, au fond, pour prendre une décision, il faut disposer d'informations qui, au pluriel, qui sont des informations qui vont aider le décideur à décider de manière à peu près certaine. Or, Simon explique que le décideur est confronté à une décision qui est incertaine à des informations qui sont incertaines et difficiles d'accès. Incertaine parce que le décideur en dernière instance, en France, de notre modèle monarchique, le président de la République, est lui-même dépendant d'informateurs qui peuvent très bien, dans les informations qu'ils vont diffuser, y mettre des préférences. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au fond, on le voit bien, au fond, quand la décision arrive chez le président, elle est passée à la moulinette de personnes en dessous de lui qui résument ce qui est déjà résumé, et on est, au moment où on est à la DGS, on a un texte de 100 pages, puis 30 pages, puis 15 pages, et puis finalement le président a 2 pages. Et ces 2 pages, évidemment, sont le résultat de choix réalisés par ses collaborateurs, et ces choix ne sont pas nécessairement des choix objectifs, scientifiquement fondés. Ça peut être des choix de préférence parce que tel ou tel des collaborateurs du président en l'espèce occupe telle position dans le jeu et représente telle discipline médicale et va avoir tel ou tel type de préférence. N'est-ce pas? Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec ici, mais néanmoins, les affrontements autour du numéro unique entre les urgentistes et les pompiers est emblématique de ce sujet que je connais bien, puisque je donne un petit coup de main à mes amis urgentistes pour faire du lobbying auprès du pouvoir politique sur ce sujet. Ensuite, évidemment, l'information est difficile d'accès parce que l'idée, c'est que le décideur puisse disposer de temps, donc puisse dégager un temps suffisant pour s'informer. Or, dans la moulinette du travail de la décision publique, le décideur, y compris face à une décision objectivement très lourde, n'a pas nécessairement le temps nécessaire pour se poser, s'asseoir et s'informer sur le sujet qui le concerne. Il y a une illusion autour de l'idée que, face à une situation objectivement complexe et à des enjeux objectivement importants pour une société, les décideurs évacueraient leur agenda, libéreraient leur agenda pour consacrer des journées entières à se mettre au niveau en termes d'information sur un problème. En réalité, les décideurs décident vite, y compris sur des sujets d'une technicité incroyable, et ils décident sous un régime de saturation de leur agenda, avec une vraie difficulté à dégager du temps sur leur agenda. Et ça, il faut l'avoir en tête. Dans les modèles de la rationalité, on campe un décideur qui prendrait le temps d'évacuer tous les autres sujets pour se consacrer au seul sujet sur lequel il a à décider. En réalité, le décideur, c'est en permanence quelqu'un qui prend des micro-décisions, des décisions plus importantes, et qui les prend en asymétrie d'information par rapport à chacun des sujets qui lui sont présentés. Alors je sais bien que c'est un petit peu déprimant, mais c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a un concept, j'aime bien les petits concepts, le concept de dissonance cognitive. Alors tout à l'heure, Didier Houssin a parlé de biais cognitif. La dissonance cognitive, c'est un concept qui a été proposé par un psychologue qui s'appelait Festinger. C'est l'idée qu'un décideur peut se retrouver en situation de désajustement entre son système de valeurs, ses préférences, et les informations qui vont lui être portées à connaissance, et qui peuvent être des informations contraires à ce système de valeurs, à ses convictions, à ses croyances. Et les travaux de sciences politiques montrent que parfois, le décideur peut décider d'ignorer une information pour préserver la cohérence de son modèle de valeurs et son système de préférences, et donc peut être amené soit à ne pas décider, soit à ne pas prendre la bonne décision sur un plan objectif, parce que cela pourrait le conduire à accepter de reconnaître
que son système de valeurs n'est pas en harmonie ou en adéquation avec les informations objectives qu'on lui porte à connaissance. C'est vraiment une donnée qui est extrêmement importante et qui structure beaucoup en réalité des éléments de l'action publique chez le décideur en dernière instance, le président par exemple, mais aussi chez ses collaborateurs, disons dans les strates intermédiaires du système de décision. Troisièmement, c'est la question maintenant de l'existence de décisions qui seraient absolument fondées sur le plan scientifique ou technique. En fait, le problème, c'est que si, faisons l'hypothèse qu'il existerait, qu'il pourrait exister des sujets, des questions pour lesquelles, sur le plan scientifique ou technique, une décision s'imposerait. Une décision s'imposerait. Exemple, la vaccination, j'y reviens. Le problème, c'est que quand vous êtes du côté de la rationalité politique, pas de la rationalité scientifique ou technique, eh bien, l'existence d'une information scientifiquement fondée ne suffit pas. Il faut s'interroger sur l'adhésion de la société, sur la popularité de telle ou telle décision, et je peux vous dire que cette question de l'adhésion de la société, de la popularité d'une décision, structure largement ou peut influencer la décision. Je prends un exemple très simple. Au moment où les vaccins ont été disponibles, il ne vous a pas échappé que, dans un premier temps, en tous les cas en termes de communication politique, le gouvernement n'a pas été extrêmement allant sur la nécessité de se faire vacciner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on oublie, parce qu'en 21 mois, ça a été la moulinette de la décision, mais au départ, quand les doses sont arrivées et qu'on était prêt à vacciner, le discours politique, le discours gouvernemental a été un discours relativement mou autour de la vaccination. L'explication est extrêmement simple. Le gouvernement avait commandé un sondage. Il faut savoir que le gouvernement est le premier commanditaire de sondage en France sur l'état de l'opinion. Il avait commandé un sondage qui montrait que la France était le pays dans lequel les vaccinosceptiques étaient les plus nombreux dans toute l'Union européenne. Et ça s'est traduit par un discours d'enclenchement de la logique de vaccination qui a été un discours d'une très grande prudence, qui d'ailleurs a été reproché au gouvernement par les spécialistes, notamment par Delfrécy, et ça a eu pour effet qu'ensuite la communication a changé. Vous voyez, donc je ne dis pas que les gouvernants dirigent uniquement en regardant les sondages dans un code d'opinion, mais il va de soi que la question de l'adhésion de la société à une décision qui par ailleurs serait fondée rationnellement est une question qui structure en permanence les arbitrages politiques. Et puis, une dernière petite chose, pour laisser quand même, pour ne pas être trop en retard par rapport à votre matinée, sur ce point, c'est qu'il faut toujours avoir en tête que décider, il y a une dimension psychologique à la décision, et il y a une dimension de stress ou de perturbation dans la décision. C'est-à-dire qu'au fond, quand un décideur prend une décision, regardez le documentaire sur Édouard Philippe à Matignon pendant le Covid, quand vous décidez quand même de confiner la population, il y a une énorme incertitude, et donc qui génère du stress et qui peut avoir des conséquences, soit en termes de suspension de la décision, c'est-à-dire sur le plan psychologique, un décideur peut décider de ne pas décider, parce qu'il est tellement dans le stress par rapport à l'incertitude des effets de sa décision, double incertitude. Incertitude sur l'efficacité de la décision qu'il prend, en termes de résolution d'un problème, et incertitude quant à la réaction de la société. Parce qu'à la limite, on pourrait avoir une décision qui a des effets favorables, positifs, mais qui produit de l'insatisfaction politique qui peut avoir des conséquences évidemment électorales. Et donc l'incertitude peut générer la suspension de la décision ou ce qu'on peut appeler la procrastination, ou alors, pour lever l'incertitude, décider trop vite, pour s'enclencher dans une dynamique de décision et commettre là une erreur. Alors, ceci étant posé, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la décision publique, elle est soumise au regard de la société et à des contraintes qui sont très différentes de ce que j'appellerais la rationalité, disons, médicale ou scientifique. Bien entendu, je vais vite, les médias et les réseaux sociaux, il faut avoir en tête que le décideur public est placé en permanence et de façon bien pire aujourd'hui qu'il y a encore 15 ans sous le regard des médias et des réseaux sociaux. Tout ce que fait un homme politique, tout ce qu'il dit, y compris dans des instances discrètes, etc., peut être tweeté, relayé, etc., etc. Donc c'est une contrainte majorée sur les acteurs politiques. Ensuite, bien sûr, les enquêtes de popularité, c'est-à-dire qu'en permanence, les acteurs politiques sont inquiets de ce que l'opinion pense, au risque évidemment d'être dans le suivisme, au risque bien entendu à certains moments d'être surtout attentif à cela. Bien sûr, troisième élément qui est très important, c'est la temporalité politique et l'agenda électoral. Il va de soi qu'on peut faire l'hypothèse que les décisions que le président de la République prend en ce moment ou va prendre par rapport à la 5e vague ne vont pas être de la même nature que les décisions prises il y a un an, tout simplement parce qu'il y a, semble-t-il, une petite échéance électorale bientôt. Et donc l'agenda électoral, la temporalité politique
n'est absolument pas comment dire, de même nature que la temporalité scientifique, médicale, elle peut avoir évidemment des conséquences, des effets sur les préférences d'un acteur politique, sur la manière qu'il va avoir de décider. Et puis bien sûr, quatrième point qui est très important, c'est ce que j'appelle les concurrences d'opportunités au sein même de l'appareil de décision, de l'appareil gouvernemental. C'est-à-dire que toute décision possible renvoie à des concurrences entre ministres, entre administrations, voire même parfois entre directions au sein d'un même ministère. On voit bien que sur la question de la Covid, depuis le début d'ailleurs, autour des confinements, etc., on a vu se structurer disons, entre d'un côté le ministre de la Santé, qui est plutôt, dont le paradigme en tant que ministre est de protéger les gens, face à Jean-Michel Blanquer d'un côté, Bruno Le Maire de l'autre, qui sont attentifs à ce que les écoles restent ouvertes et que l'entreprise fonctionne. Et on voit bien, vous voyez, que le champ politique est aussi lui-même en son sein un champ de force, avec un champ d'affrontement, un champ de compétition, et par rapport auquel, effectivement, il y a énormément d'incertitudes à gérer de la part de l'ensemble des décideurs. Alors, je terminerai en donnant deux petits concepts que j'aime bien pour expliquer vraiment cette nécessité impérieuse de prendre en compte l'incertitude. Alors, le premier, c'est la notion, le concept de dépendance au sentier, qui est une traduction française un petit peu impropre de path dependence, et qui... comment dire, au départ avait été fondé sur une étude du clavier Azertyop par des économistes qui se demandaient pourquoi ce clavier n'avait pas été modifié dans l'histoire et qui montrait que s'il n'avait pas été modifié pour un clavier plus intuitif, c'était parce que les industriels avaient considéré que les coûts d'invention et de développement d'un nouveau clavier étaient trop importants par rapport aux bénéfices attendus. Bon. L'idée de la dépendance au sentier, c'est que plus un système professionnel, social est organisé et structuré dans la durée, et plus il est compliqué d'en sortir. Donc si on prend évidemment le monde des CHU, donc la loi Debré, donc c'est 63 ans à peu près, l'idée c'est que donc, plus un système est organisé depuis longtemps d'une certaine manière, donc plus on est sur le sentier depuis longtemps, et plus il est compliqué de prendre un itinéraire de délestage en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que les acteurs de ce système sont habitués à être dans ce système, et même s'ils en sont en partie, voire largement insatisfaits, ils sont quand même dans un monde, disons, d'habitude qui, quelque part, les sécurise. Je ne donne aucune leçon, mais c'est ce que je suis en train de mesurer dans la réforme du bac, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au fond, quand j'avais commencé la réforme du bac en 2017, 85% des professeurs de lycée disaient que le bac et l'organisation du lycée étaient ni faite ni à faire, et puis quand on a enclenché la réforme, 85% des profs sont contre la réforme. Vous voyez, donc on est là-dedans. Et vous voyez que plus un système d'action est structuré dans la durée, plus il existe depuis longtemps et plus il est compliqué de le transformer et le faire évoluer. Et le dernier petit concept que je voulais juste glisser en cette matinée, là encore c'est de l'anglais, ce qu'on appelle le concept de street level bureaucratie, donc de bureaucratie au niveau de la rue, pour traduire en français. L'idée là très simple, c'est, pour en revenir à l'incertitude, c'est que dans les éléments d'incertitude, il y a l'incertitude sur la manière dont les acteurs de terrain vont mettre en œuvre une décision qui aura été prise au-dessus d'eux. D'accord ? Donc si, par hypothèse, comme je le disais tout à l'heure, on pouvait imaginer qu'une décision soit prise de façon satisfaisante, c'est-à-dire une décision comporte tous les éléments pour régler un problème sur le papier, d'accord ? Une loi, un décret, etc. Le problème auquel on est confronté, l'incertitude à laquelle on est confronté, c'est qu'il n'est absolument pas sûr que les acteurs qui vont être chargés de mettre en œuvre cette politique sur le terrain le fassent dans les circonstances prévues, le fasse comme il était prévu. Pourquoi ? Parce que ces acteurs peuvent s'opposer sur le terrain à la réforme qui a été prise au-dessus d'eux, parce qu'eux aussi sont dans des systèmes d'habitude, de routine professionnelle qui vont faire qu'ils vont voter avec leurs pieds, ils vont pas véritablement mettre en œuvre la réforme comme on l'attendait. Et donc le résultat de cela, c'est que sur le terrain, on se rend compte que lorsqu'une réforme est décidée plus haut, enfin tout en haut du système décisionnel, et bien sur le terrain, elle est mise en œuvre de façon extrêmement variable et diverse. C'est assez fascinant. Il y a des travaux qui montrent, par exemple, que la naturalisation, les dossiers de naturalisation en France, les avis favorables vont de 1 à 5 selon les préfectures. C'est assez fou, alors que normalement la loi s'applique partout sur le territoire, tout simplement parce que les organisations dans les préfectures, les acteurs chargés de s'en occuper, sont absolument pas les mêmes. D'accord ? Donc ce qui veut dire que, vous voyez, qu'à chaque niveau de ce que je suis en train de dire, il faut être dans des approches un petit peu relativistes en réalité, ce qui est évidemment sans doute aux antipodes du modèle que vous représentez, du modèle professionnel que vous incarnez et qui vous fait en tant que profession et en tant que... C'est ça, et cette idée qu'il y a des formes d'incertitude du haut en bas
du système de décision et que même lorsque on décide de façon à peu près satisfaisante, il n'est pas sûr que sur le terrain, les choses se mettent en place telles qu'on les avait conçues. Voilà. Je m'arrête là, je suis vraiment désolé parce que je pense que j'ai un tout petit peu dit des choses pas nécessairement très positives, mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir une approche, disons, un petit peu objective de la manière dont les choses se passent, même si elle est peut-être un tout petit peu pessimiste. Voilà. Je vous remercie toutes et tous. Bonne journée. Bien, vous avez donc compris que Pierre Mathiot, c'est une arme redoutable. Vous venez de prendre un cours d'éducation politique qui vous a remis en perspective l'action publique à laquelle nous sommes confrontés, avec laquelle nous travaillons tous les jours. Pierre, merci. Pierre, c'est quelqu'un avec lequel, quand vous passez 1 heure avec lui, par exemple autour d'un plat de pâtes ou d'un tagine, eh bien, au bout d'1 heure, vous en ressortez, vous avez l'impression d'être plus intelligent. Oui. Merci Pierre. Au bout d'1 heure avec François René, j'ai l'impression d'être en bonne santé. Hein. Vous voyez, c'est un jeu. Merci beaucoup Pierre. Encore, bravo. Bien, écoutez, nous n'avons qu'un quart d'heure de retard, ce qui est parfait. On avait prévu une demi-heure d'incertitude. Donc, on fait une pause et donc je pense qu'on revient en salle à 11h15. Voilà.